Au Rubik's Cube, il y a 3 compétences qui vous permettent de devenir meilleur. Et en fait, si vous montez une de ces compétences, vous allez forcément devenir meilleur. Mais si vous montez les 3, si vous avez les 3 au max du max, vous êtes le meilleur cubeur du monde parce qu'il n'y a personne qui est au-dessus de vous. Donc la première compétence, ça va être le fait de savoir tourner vite. La deuxième compétence, ça va être d'avoir un bon look ahead. Alors ça, c'est pas essentiel à monter avant d'être sub 20. Et la dernière compétence, c'est l'efficacité du cube, donc savoir résoudre le cube en le moins de mouvements possible, en faisant des techniques plus avancées, par exemple utiliser les F2L à la place de la méthode débutante, ça vous permet d'être assez efficace. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter donc ces 3 piliers pour être meilleur, et donc je vais vous décrire comment faire pour améliorer chaque pilier, donc comment être meilleur dans chaque partie, dans chaque chose importante du Rubik's Cube. Le premier point, celui qui semble le plus important, c'est de tourner vite le cube et d'être capable de faire des mouvements qui sont rapides. Donc pour ce point là, j'ai déjà fait une vidéo que vous pouvez retrouver dans la description. Tourner plus vite, ça paraît logique, ça permet de résoudre le cube plus vite. Le premier conseil, ça va être d'utiliser la main gauche et d'être aussi bon de la main gauche que de la main droite si vous pouvez, en fait, d'être assez bon de la main gauche. Parce qu'en fait la main gauche, elle va permettre quoi? Elle va permettre de pouvoir faire tous les algorithmes du coup en symétrique. Et donc ça va permettre de gagner pas mal de temps. J'ai 2 cas qui sont pas les mêmes. En fait, ce cas-là est symétrique, donc celui-là, donc résolu de la main droite. Si on fait exactement la même chose avec la main gauche, on va résoudre le même cas, du coup c'est 2 cas symétriques. Donc là je vais faire celui avec la main droite et celui avec la main droite, et je vais vous montrer que du coup apprendre les algos avec la main gauche, ça fait gagner du temps. Parce que imaginons, donc là je vais faire celui avec la main droite, ça va me prendre 1 seconde 4, donc celui-ci je vais faire avec la main droite aussi. Du coup, comme donc, normalement je suis comme ça, normalement j'aurais dû faire une rotation. Et du coup, si j'ai 1 seconde 5, donc là c'est 100 millièmes de seconde, mais plus sa rotation que j'ai pas compté. Donc là j'ai pris 100 millièmes de seconde en plus ici, plus le temps que j'aurais dû faire une rotation, alors que si ma main gauche était aussi forte que ma main droite, j'aurais pu faire directement l'algorithme de la main gauche. Donc j'aurais gagné du temps. Mais là, comme c'est pas le cas, je ne peux pas gagner ce temps. Avoir une bonne main gauche, ça permet de pouvoir tout faire en symétrique et de gagner du temps sur beaucoup de choses, et donc de pouvoir résoudre, si on a un cas qui nous arrange de résoudre à gauche, pas avoir besoin de faire une rotation ou faire des mouvements F, ou on peut juste le faire avec la main gauche, alors que beaucoup utilisent beaucoup trop leur main droite en main dominante et ne font rien avec la main gauche, mais du coup ça leur enlève la moitié en fait des possibilités qu'ils ont de finger tricks et avec leurs mains. Le deuxième point pour améliorer son TPS à vitesse brute, ça va être d'avoir des bons finger tricks. Donc là je vais prendre 2 cubes et je vais mettre exactement le même cas. Donc ce PLLT très connu. Il y en a un que je vais faire avec les tours du poignet, donc ce sera celui-ci, je vais commencer par celui-là d'abord. Puis il y en a un que je vais faire avec des finger tricks qui sont assez mauvais en tournant à chaque fois tout le cube avec toute la main. Voilà, donc 4 secondes on va dire. Et donc celui-ci que je vais faire avec des vrais finger tricks qui sont bons. Même si j'ai fait une arme, j'ai fait 1 seconde 6. Et donc ça montre qu'il faut avoir des bons finger tricks pour progresser. Il y a plein d'endroits où des finger tricks sont durs à apprendre, par exemple je pense notamment au PLLE qui est comme ça. Et il faut savoir faire des mouvements genre celui-ci qui pousse ici. J'ai fait dans le mauvais sens. Mais en fait ça, une fois qu'on a appris à faire, c'est pas si dur et ça permet de faire un algo très rapide. Il y a plein de gens qui disent que cet algo est assez mauvais parce qu'en fait ce mouvement là est trop dur à faire, et qu'une fois qu'on a appris à faire ce finger tricks, en fait cet algorithme il est quand même assez bon malgré le fait qu'il y ait une rotation dedans. Apprendre des bons finger tricks et savoir faire des bons finger tricks, ça fait évidemment gagner du temps. En deuxième, il y a l'efficacité. Donc l'efficacité, c'est quoi l'efficacité? C'est le nombre de mouvements qu'on fait pour résoudre le cube. Alors, le nombre de mouvements qu'on fait pour résoudre le cube dépend beaucoup de nos connaissances à propos du cube. Donc quand je dis connaissances, c'est le nombre d'algorithmes qu'on connaît. Il va falloir choisir des choses qui sont intéressantes à apprendre. Par exemple, il y a des algorithmes qui ne servent à rien tant qu'on n'a pas appris tous les autres. Donc pour moi, les premiers à apprendre, c'est les OLL, les PLL et après les OLL, parce qu'eux, ils font gagner du temps. Ensuite, il faut apprendre des choses qui font gagner de moins en moins de temps, mais qui en font quand même gagner pas mal. Par exemple, apprendre tous les cas de F2L avec tous les angles, ça peut être une très bonne idée, parce que ça permet d'éviter de faire des rotations, donc ça fait gagner du TPS, mais ça fait surtout gagner un taux d'efficacité dans la résolution du cube, parce que une rotation ça fait quand même pas mal de temps. Par exemple, apprendre des Winter Variations, des Summer Variations, alors ça c'est quoi? Alors des Winter Variations, en fait, c'est pour que quand on est dans un cas où on a 3 arêtes bien orientées, et la dernière paire de F2L qui est comme ça, ici avec les deux, donc une paire classique qui s'insère facilement, on puisse finir toute la phase jaune avec un algorithme, donc des comme ça, je crois qu'il y en a 42 ou 40, et donc là par exemple c'était ça, donc c'était assez simple. Il y en a des plus complexes que je sais pas résoudre, que je connais pas, et Summer Variation c'est pareil, mais pour les cas comme ça, avec cette paire là. Bon là c'était un cas très simple, c'était un 3 mouvements, donc vous pouvez aussi vous inspirer des meilleurs en regardant des exemples de résolution et pour voir comment les meilleurs font.
Par exemple, Timon Kolaczynski a fait du pseudo-slotting, ça c'est une méthode pour avoir une meilleure efficacité. Donc des fois, au lieu de faire des paires en fait classiques comme ça, il va faire des paires comme ça, qu'on appelle des pseudo-paires, il va insérer, en fait il va faire un mouvement en fait ici pour aller... en gros, en fait, des fois, ces paires, elles sont pas constituées de deux pièces qui se suivent, mais constituées de deux pièces qui peuvent se suivre, par exemple, comme ça, et du coup, là, ça crée une pseudo-paire, et quand tu installes la pseudo-paire, en fait, il suffit juste que tu fasses ça et t'as fini. Il y a plein de trucs à apprendre pour aller sur des sites genre SpeedCubeDB, il y a plein d'algorithmes pour apprendre. Donc ça permet d'avoir une meilleure efficacité, donc dans un cube avec moins de mouvements, et ça, c'est essentiel si vous voulez progresser. Par exemple, la méthode débutante, on est à 100 de mouvements en moyenne quand on fait cette méthode, alors que la méthode CIFOP avancée, on est à 50 mouvements quand on la fait, donc ça fait déjà 2 fois moins de mouvements, donc ça fait qu'on résout le cube 2 fois plus vite pour un même TPS, et ça c'est non négligeable de passer de 20 secondes avec la méthode débutante à 10 secondes avec la méthode Friedrich. Bon, après il faut la maîtriser, la méthode Friedrich, il faut toujours beaucoup d'entraînement de façon pour n'importe quoi, en fait chaque chose peut être améliorée avec de l'entraînement, l'efficacité, tout peut être résolu avec de l'entraînement, mais en fonction de si on veut améliorer le TPS ou l'efficacité ou le look ahead, c'est pas le même entraînement. Et d'ailleurs, le look ahead, donc le look ahead c'est quoi? Ça va être de prévoir ce qui va se passer dans la prochaine étape du cube. J'aurais aussi fait une vidéo sur le look ahead. Donc en fait, le look ahead c'est quoi? Ça va être par exemple, là je vais devoir prévoir ma croix blanche, hein, je fais toujours la croix blanche. Et donc là, le but ça va être de prévoir la croix blanche et de, pendant que je fais la croix blanche, prévoir l'étape d'après, prévoir où vont se trouver la pièce de mon premier F2L. Alors ça paraît assez compliqué dit comme ça, mais une fois qu'on y est habitué, ça devient presque pas simple, et ça devient une habitude de savoir que par exemple il y a une paire ici, et qu'on peut directement l'insérer là, et qu'après il va y avoir ça, et qu'ensuite il y a cette paire là qui est mal, mais qui est quand même pas si mal, et ensuite il y a ces deux là, moi j'ai fait un peu lentement, mais j'arrive pas à faire plus vite. Et donc ça, le look ahead c'est assez important, parce que ça permet de résoudre le cube sans faire aucune pause, et résoudre le cube sans faire aucune pause, ça permet de faire perdre de temps à faire des pauses. Je vais expliquer la méthode pour réussir à apprendre à faire du look ahead. Alors cette méthode, faites pas tant que vous n'êtes pas vraiment sub 20, parce que ça ne sert à rien avant, vous allez juste vous complexifier la vie. Oui, ça sert, mais c'est pas vraiment extrêmement utile avant d'être sub 20. Ce que vous allez faire, c'est donc pour savoir si vous êtes apte à faire du look ahead, ce que vous allez faire, c'est vous allez essayer de prévoir les étapes de votre cube. Donc là, vous allez prévoir les étapes de votre cube. Vous avez donc, on va dire, 5 secondes pour prévoir, pour calculer tout ce que vous allez faire pour faire la prochaine étape. Donc là, c'est la croix. Allez, pour accro on peut dire 15 secondes, parce qu'en compétition vous avez 15 secondes, mais pour F2Z ce sera vraiment 5 secondes, ce sera vraiment rien du tout, et même si vous savez faire encore plus vite c'est mieux. Donc là c'est ça, donc là je suis vraiment les yeux fermés, hein, je vous montre pas parce que je montre pas ma tête, mais voilà c'est ça. Ensuite la première paire, bon moi j'ai prévu en 5 secondes, ensuite c'est ça, donc là il faut faire les yeux bandés à chaque étape, et essayer de prévoir assez vite ce qu'on va faire, ok, et la dernière, voilà. Et donc ça, du coup, si vous arrivez à faire ça, donc les yeux fermés, donc pas besoin de faire pour OLL et PLL, hein, ça sert à rien. Hop. Et donc si vous arrivez à faire ça, donc tout le cube plusieurs fois en faisant cette méthode-là, donc en regardant vraiment très peu le cube, directement vous voyez une paire, vous la faites, vous pouvez faire du look ahead. Et donc là, du coup, à la place de fermer les yeux, parce que ça paraît un peu débile de fermer les yeux pendant qu'on fait une résolution quand même, enfin, sauf si on est en blind quoi. Donc là, ce qui va être le but, ça va être de regarder aux pièces suivantes pendant qu'on fait une paire. Alors ça peut paraître assez compliqué, mais une fois qu'on est habitué à le faire, en fait ça va, il faut juste essayer pendant le début de l'algorithme de chercher deux pièces, et ensuite de les traquer, avec ses yeux et suivre les deux pièces en même temps, donc savoir où elles vont aller, pendant qu'on fait les mouvements. Et donc là, une fois que vous saurez en fait quel cas vous avez, et donc vous pourrez directement exécuter le cas, vu que vous savez résoudre tous les cas sans regarder le cube, ça permet de gagner du temps. Et l'étape encore après, ça va être de réussir à prévoir, mais en fait de avoir tellement l'habitude de faire déjà du look ahead basique, quand on finit un algorithme, de savoir déjà exactement les deux pièces vont finir. Du coup, on peut se demander avant la fin de l'algorithme, ok, qu'est-ce que je fais après? Et pendant qu'on est en train de commencer à faire ce qu'il y a après, comme on va voir les autres pièces et qu'on se connaît l'algorithme et qu'on connaît où elles vont finir, on va pouvoir faire ça en boucle et on va pouvoir avoir non plus. En fait résoudre le cube avec toujours une étape d'avance, et ça c'est compliqué, mais si on fait une erreur, c'est mort quoi. Et donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Donc ces trois piliers, en fait vous n'êtes pas obligé d'avoir les trois piliers au même niveau. En fait vous pouvez avoir genre TPS, efficacité très haut et look ahead assez bas. Ça vous allez quand même faire des bonnes résolutions. Tous les cubeurs sont pas de la même façon, il y en a qui peuvent tourner moins vite que d'autres, naturellement.
Et il y en a du coup qui vont devoir plus se baser sur look ahead et efficacité, mais leur TPS il sera bloqué en fait à un moment, donc ils vont être obligés de monter. Par exemple, il y a certains cubeurs, très bons cubeurs, qui sont genre Max Park et plus TPS. Ils tournent plus très vite. Alors que Timon Kolasinski est plus efficacité. Et il y a d'autres cubeurs qui sont plus avec un excellent look ahead, plus efficacité, même si souvent le look ahead ça reste quand même le sauge la plus importante à haut niveau, mais qui n'est pas du tout à bas niveau, parce qu'à bas niveau en fait, si vous faites des pauses c'est pas trop grave, le but c'est juste de réduire votre nombre de mouvements et de tourner vite. Parce que le look ahead à bas niveau ça sert à rien en fait tant que vous faites pas de. En fait, tant que vous savez pas résoudre tout en un cas, en un coup vous allez faire des pauses quand même pour vous demander qu'est-ce que je fais en fait. Donc il faut plus demander qu'est-ce que je fais. Et donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. Sur ce, bonne journée, au revoir.